Mon mari Vance ramenait 2500 $ net par mois, mais depuis 6 mois, je n'en avais pas vu un seul centime. Il remettait l'intégralité de son chèque de paie à sa mère, forçant sa femme enceinte de 6 mois à vider le tout dernier dollar de ses économies juste pour maintenir la façade d'opulence de cette famille. Quand j'ai enfin atteint ma limite et que je l'ai affronté, il m'a jeté un cliché cruel au visage: je peux avoir 100 femmes, mais je n'ai qu'une seule mère. Lui et sa mère, Béatatrice, pensaient que j'étais une parasite, une femme trophée facile à piétiner. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est que le soir où j'ai posé 4 bols de ramen instantané bon marché sur notre table à manger obscènement coûteuse, j'ai officiellement allumé la mèche d'une démolition qui allait traîner sa carrière. Sa fortune et son arrogance ridicule dans la boue la plus profonde. Ce soir-là, New York était prise dans une pluie torrentielle hors de saison. Le tambourinement rythmique de la pluie contre les fenêtres blindées du sol au plafond de notre penthouse du 40e étage à Tribeca était constant mais étrangement perçant. Le froid de l'extérieur semblait s'infiltrer à travers le verre, rendant l'air déjà étouffant du salon encore plus tendu. Je me tenais dans la cuisine sous la lueur chaude des encastrés, mes mains fatiguées ouvrant lentement des paquets de ramen de supermarché les moins chers à 39 centimes, les versant dans une casserole d'eau bouillante. Mon ventre arrondi de 6 mois poussé contre un t-shirt trop grand, tirant sur ma colonne vertébrale avec une douleur sourde et constante. L'odeur artificielle et lourde en glutamate du bouillon en poudre contrastait fortement avec la salle à manger sur mesure en noyer évaluée à plus de 50 000 $. Juste à côté de moi, le carillon de l'ascenseur privé a résonné dans le hall. Vance, mon mari, et Béatatrice, sa mère, sont entrés. Vance portait un costume bleu marine impeccablement coupé sur mesure par Tom Ford et tenait une mallette en cuir de luxe. Béatatrice, quant à elle, était chargée d'une douzaine de sacs de shopping provenant de boutiques haut de gamme de la 5e avenue. Son visage était plâtré de maquillage coûteux, rayonnant de la satisfaction personnelle de quelqu'un qui venait d'écraser la classe ouvrière avec sa carte de crédit. Ils sont entrés dans l'appartement avec l'air de seigneurs féodaux inspectant leurs serviteurs. Vance a enlevé sa veste, l'a jetée négligemment sur le canapé sur mesure et a desserré sa cravate en soie. Le dîner de Sloan est prêt? J'ai eu une réunion de conseil d'administration épuisante aujourd'hui. Regarder ces projections financières m'a donné une migraine atroce. Prépare-moi quelque chose de bon pour me redonner de l'énergie. Maman meurt de faim elle aussi après toute cette marche. Je n'ai pas répondu. Louche à la main, j'ai versé le bouillon clair dans 4 bols en porcelaine blanche. 4 portions de nouilles instantanées sans un seul brin de garniture, sans une parcelle de protéines fumant au milieu de la table massive. Bon Dieu, qu'est-ce que c'est que cette odeur putride? La voix de Béatatrice était un cri strident. C'est une résidence de luxe. Combien de fois t'ai-je dit de ne pas cuisiner cette ordure bon marché? Cela va s'imprégner dans les meubles en cuir italien de mon fils. Vance, regarde ta femme. Elle reste à la maison toute la journée à ne absolument rien faire, et elle ne peut même pas préparer un repas digne de ce nom pour son mari. Béatatrice s'est avancée avec le clic-clac de ses talons de designer sur le parquet en point de Hongrie, s'arrêtant net devant la table. Ses yeux sévèrement maquillés se sont ancrés sur les 4 bols, son visage se tordant de dégoût pur. Vance s'est approché lui aussi. Le sourire suffisant de directeur d'entreprise sur ses lèvres s'est figé. Il a froncé les sourcils, son regard passant brusquement de la table à mon visage pâle. Sloan, qu'est-ce que cela signifie? Je passe ma journée dans une tour à conclure des affaires de plusieurs millions de dollars sous une pression qui me laisse à peine respirer, et je rentre à la maison pour que tu me serves de la pâtée pour cochon? Où est la nourriture du réfrigérateur, les entrecôtes de wagyu maturées que je t'ai vu acheter l'autre jour? J'ai tiré une chaise et je me suis assise lentement. Une douleur vive s'est tordue dans le bas de mon abdomen, mais j'ai gardé le dos droit. J'ai levé mes yeux calmes, entièrement dépourvus d'émotion, et j'ai balayé les 2 visages rouges de rage devant moi. J'ai pris ma fourchette et j'ai commencé à remuer mes nouilles avec une indifférence totale. Le wagyu a disparu. Le homard aussi. Et ce matin, nous avons épuisé le dernier grain de riz. Toutes les délicatesses que vous avez dévorées tous les deux au cours des 6 derniers mois ont été achetées avec l'argent que j'avais réussi à mettre de côté grâce à mon travail acharné avant notre mariage. Aujourd'hui, mon compte bancaire affiche officiellement un solde de 12 $. J'ai fouillé pour trouver les derniers centimes au fond de mon sac pour acheter ces 4 paquets de ramen. Si vous ne voulez pas manger, vous pouvez jeûner. Comment oses-tu nous parler sur ce ton, a répliqué Béatatrice. Tu es une femme. Tu as la chance de rester à la maison enceinte à vivre comme une reine.
Mon fils subvient à tes besoins et tu as le culot de nous jeter tes pitoyables petites économies au visage pendant le dîner. Quand les femmes se marient, elles sont censées gérer les choses pour leur mari et leurs enfants. Si tu nourris mon fils avec des ramen instantanés, où va-t-il trouver la force d'aller gagner de l'argent? Inutile. J'ai laissé échapper un rire creux et sec qui s'est échappé de ma poitrine oppressée. Le mot « subvenir » sonnait si bon marché et déformé dans la bouche de Béatatrice. J'ai lentement posé ma fourchette sur la table avec un tiquettement froid. Mon regard s'est cloué sur Vance, qui se tenait les mains sur les hanches, tempêtant de colère. C'est vrai. Où va-t-il trouver la force de gagner de l'argent? Vance, tu es directeur régional. Ton salaire net est de 25 000 $ par mois. Mais en 6 mois, depuis que je suis enceinte et que j'ai levé le pied sur le travail à cause de tes douces petites promesses, combien de cet argent m'as-tu donné pour faire tourner cette maison? Les charges de copropriété, les factures d'eau et d'électricité, les courses gastronomiques pour toi, les vêtements de marque pour ta mère. J'ai payé jusqu'au dernier centime de ma propre poche. Alors, je te le demande, où s'évaporent tes 25 000 $ chaque mois? Ne ramène pas l'argent sur la table maintenant. Vance a frappé du poing sur la table, faisant déborder le bouillon des bols. Je donne tout à ma mère. Je suis un homme. Pourquoi aurais-je besoin de me promener avec du liquide? Maman est l'aînée. Elle sait comment gérer les dépenses, comment investir pour notre avenir. Tu ne génères aucun revenu, alors si tu utilises tes économies pour tes propres dépenses courantes, quel est le problème? Allons-nous vraiment nous quereller pour quelques courses? Ne me déçois pas, Sloan. Exactement, est intervenue Béatatrice, en levant son double menton. Je suis sa mère. Je l'ai mis au monde et élevé pour qu'il devienne le cadre supérieur qu'il est aujourd'hui. Me donner son chèque de paie est sa façon de me montrer sa gratitude. C'est l'ordre naturel des choses. Si toi, en tant qu'épouse, tu ne peux pas booster la carrière de ton mari, la moindre des choses est de ne pas le monter contre moi. L'argent que gagne mon fils est en sécurité avec moi, et pas un seul centime ne sera perdu. Tu n'as donc absolument rien à t'inquiéter. Ma poitrine se soulevait et s'abaissait, non pas sous le coup de la colère, mais parce que j'essayais de prendre une inspiration pour avaler le dégoût qui me montait à la gorge. J'ai regardé l'homme qui m'avait autrefois juré qu'il me traiterait comme une reine quand nous sortions ensemble. Il avait joué le rôle d'un partenaire galant et compréhensif à la perfection. Mais la seconde où nous nous sommes mariés, la seconde où il a été promu directeur et a fait venir sa mère de leur petite ville rustique de la Rustbelt pour vivre avec nous en ville, le masque a glissé. Il a révélé sa vraie nature, un fils à maman macho et chauvin qui utilisait les valeurs familiales comme excuse pour sa lâcheté et son égoïsme, faisant reposer tout le fardeau financier du foyer sur les épaules de sa femme enceinte. Notre avenir investi. J'ai laissé un sourire fantomatique effleurer mes lèvres, chaque mot sortant aussi tranchant qu'une lame de rasoir. Vance, tu adores prêcher qu'entre mari et femme il n'y a pas de compte à tenir. Alors pourquoi, quand j'ai payé mes échographies prénatales, m'as-tu dit d'utiliser ma propre carte? Pourquoi cet après-midi, quand ta mère a fait une crise pour un sac Chanel à 3 000 $, m'as-tu appelé pour que je fasse un virement temporaire depuis mon compte pendant que vous attendiez tous les deux qu'un investissement fantôme arrive à maturité? Quel genre d'homme force sa femme enceinte à la pauvreté juste pour nourrir son faux égo? Ferme ta gueule, a rugi Vance, les veines du front saillantes. Être démasqué le rendait fou. Il a pointé un doigt vers moi, ses yeux étincelants d'une cruauté impitoyable. Ne franchis pas la ligne. Je le dis une fois, il y a plein de femmes dans ce monde. Si ce n'est pas cette femme, j'en aurai une autre. Je peux avoir 100 femmes, mais je n'ai qu'une seule mère. Si tu ne peux pas vivre avec la façon dont les choses se font ici, fais tes sacs et tire-toi. N'ose pas essayer de nous faire la morale. La pièce est tombée dans un silence de mort, brisé seulement par le grondement du tonnerre lointain et le fouet de la pluie contre le verre. Je peux avoir 100 femmes, mais je n'ai qu'une seule mère. Cette phrase a été le marteau-piqueur qui a brisé la toute dernière illusion que je me faisais sur ce mariage. Étrangement, je n'ai pas pleuré. Mes larmes s'étaient déjà séchées pendant les longues nuits d'insomnie à supporter le dédain de Béatatrice et la froideur de Vance. Je me suis levé lentement, écartant d'un geste le doigt pointeur de Vance de mon visage. Avec un calme glaçant, j'ai fixé directement ses pupilles dilatées et je lui ai jeté une vérité qu'il n'avait jamais osé imaginer. Tu as raison. Tu n'as qu'une mère, alors accroche-toi bien à elle et construisez une vie ensemble. Mais écoute-moi très attentivement,
Vance, sur ton salaire de 25 000 $. Ta mère en a transféré la majeure partie à ton frère cadévorien là-bas dans l'Ohio pour lui construire un château de banlieue sur mesure. Et ce pantouse dans lequel tu te tiens sous la climatisation centrale, le costume sur mesure que tu portes, et même le bol de ramen dont tu te plains. Tout cela a été acheté avec l'argent de la femme que tu viens de traiter de parasite. Mon argent a disparu. À partir de demain, quiconque veut manger dans cette maison paye pour cela. Sinon, je vous invite tous les deux à aller vivre sous un pont et à prouver votre lien sacré mère-fils au monde entier. Qu'est-ce que c'est que ces conneries aveugles que tu débites? C'est moi qui paye l'hypothèque de cet endroit. D'où sors-tu ça? A-t-il bafouillé, son visage passant du rouge cramoisi à un blanc de cendre. Béatatrice, debout à côté de lui, a eu un hoquet de stupeur, laissant son sac à main de marque glisser sur le sol. Ils avaient toujours été profondément convaincus qu'une femme qui passait ses journées en pantalon de jogging à taper sur son ordinateur portable en tant que traductrice indépendante était pratiquement démunie. Ils n'avaient aucune idée de qui j'étais réellement derrière cette façade d'épouse au foyer, ni de quel nom figurait réellement sur l'acte de propriété de ce bien de 5 millions de $. La vraie tempête ne faisait que commencer. Ma déclaration a laissé l'air du salon si dense qu'on aurait pu le couper au couteau. Vance est resté paralysé, ses yeux balayant frénétiquement l'espace, comme s'il essayait de traiter ce que je venais de dire. Mais la nature d'un homme arrogant ne lui permettait pas de croire qu'une femme travaillant depuis son canapé en pyjama puisse posséder une fortune que lui, en se tuant au travail, ne pourrait jamais atteindre. Il a retrouvé son ricanement et a raillé. Les hormones de grossesse te rendent délirante, Sloan. Ou peut-être que tu passes trop de temps à lire des romans d'amour à 2 balles en ligne et que tu as commencé à y croire. J'ai fait la demande d'hypothèque pour cet endroit quand nous nous sommes mariés. Je me casse le dos à payer ce prêt chaque mois. Tu fais quelques petits boulots en ligne qui couvrent à peine le prix des couches. Qu'est-ce qui te donne le droit de prétendre que cette maison est à toi? Qui essaies-tu d'effrayer? Sa mère? Bien sûr que c'est elle. Comme c'est pitoyable, est intervenue Béatatrice, retrouvant son courage. Les belles-filles des autres sont dociles et respectueuses. Celle-ci se retrouve enceinte et croit qu'elle peut mettre la maison sens dessus-dessous. Tu penses que mon fils est stupide? C'est un cadre supérieur. Il a un master. Il pourrait acheter 10 maisons comme celle-ci. Arrête cette comédie. Viens, Vance. Ne te dispute plus avec elle. Va te changer. Je commande à livrer. Personne ne va manger cette ordure toxique. J'ai regardé la mère et le fils exécuter leur petite routine de déni mutuel, ne ressentant rien d'autre qu'un mépris absolu. Ils ne savaient pas que la demande d'hypothèque était une production théâtrale que j'avais moi-même orchestrée pour protéger l'ego fragile d'un garçon de petite ville commençant son ascension dans l'entreprise. Ce pantouse, de la première poutre en acier jusqu'au dernier coussin en velours, avait été acheté comptant par l'une de mes sociétés écrans anonymes avant que nous ne nous échangions nos vœux. Mais je n'ai plus dit un mot. Je n'avais pas besoin de me disputer avec des gens aveuglés par leurs propres fantasmes. Laisse-les continuer d'y croire, car plus on monte haut, plus on se brise de os en tombant. Je me suis levé lentement, j'ai jeté mon bol de ramen intact à la poubelle et j'ai marché jusqu'à ma chambre, les laissant derrière moi, furieux et confus. Allongé dans mon lit, j'ai posé une main sur mon ventre. Les souvenirs d'il y a 3 ans sont revenus, vifs et amers. À l'époque, Vance n'était pas le directeur brillant qu'il était aujourd'hui. C'était un représentant commercial de bas niveau qui luttait pour survivre avec un maigre salaire dans l'une des villes les plus chères du monde. Nous nous sommes rencontrés lors d'un séminaire de fonds d'investissement privé. J'ai vu en lui une faim féroce de réussir, une volonté désespérée d'échapper à la pauvreté qu'à l'époque j'admirais réellement. Il a pris soin de moi avec un dévouement intense. J'avais toujours caché ma véritable identité. Je voulais un amour pur, non conditionné par la richesse. Je voulais un homme qui m'aime pour moi, pas pour mon titre de PDG de l'ombre d'un fonds de couverture de plusieurs milliards de dollars. Quand nous avons décidé de nous marier, Vance m'a pris les mains, les yeux remplis de larmes, et m'a juré, « Sloan, je sais que je n'ai rien pour le moment, et que tu devras faire des sacrifices, mais fais-moi confiance, je travaillerai 10 fois plus dur que quiconque. Je ne te laisserai pas souffrir. Quand je réussirai, tu seras assise à la maison comme une reine. Je m'occuperai de tout. J'ai juste besoin d'une femme qui me comprenne et se tienne à mes côtés. » J'ai cru à ces doux mots. J'ai utilisé mon réseau secret pour canaliser des investissements, créant d'immenses opportunités pour l'entreprise de Vance afin qu'il en récolte le mérite.
Sa carrière a décollé comme une fusée. En seulement 2 ans, il est passé de représentant junior à directeur régional avec un salaire de base qui a bondi à 300 000 $ par an, sans compter les primes. Et c'est là que la tragédie a commencé. L'argent et le pouvoir agissent comme un réactif chimique cruel. Ils ont dépouillé l'extérieur humble de Vance, révélant un cœur arrogant, misogyniste et vaniteux. Une fois sa carrière stabilisée, il a insisté pour faire venir sa mère, Béatatrice, de leur ville mourante de l'Ohio pour vivre avec nous à New York, prétendant qu'elle avait besoin de soins. J'ai accepté, pensant qu'une femme qui avait travaillé dur toute sa vie méritait une retraite confortable. Je me trompais. L'arrivée de Béatatrice a été le catalyseur qui a mis à nu la pourriture à la racine de cette famille. Dès le premier jour, elle a établi son autorité en tant que mère du grand patron. Elle critiquait tout dans le pantouse, du décor moderne à la porcelaine fine. Et elle me critiquait particulièrement. Cet endroit est un bordel. Tout est trop moderne et inutilement cher. Vance, mon chéri, tu dois apprendre à thésauriser ta richesse. Les femmes sont frivoles. Elles voient quelque chose qui brille et sortent la carte sans penser à l'avenir. À partir de demain, je m'occuperai des courses. Donne-moi ton chèque de paie. Je le gérerai. J'ouvrirai un compte d'épargne à fort rendement pour toi. Si tu laisses ta femme le garder, elle va tout claquer en cosmétiques et en journées de spa, et tu te noieras sous les dettes. Ouais, maman a raison. Sloan travaille juste de la maison. Elle ne comprend pas vraiment le monde réel ni la finance d'entreprise. À partir de ce mois-ci, je vais rediriger mon virement automatique vers ton compte. Achète tout ce que tu veux, maman. Mange bien. Tu as assez souffert pour m'élever. Maintenant, c'est ton tour de mener la grande vie. Et Sloan, utilise juste tes économies pour tes affaires personnelles. Dis-moi si tu viens à manquer. Les mots de Vance, bien que prononcés doucement, étaient un coup de poignard dans le dos, me dépouillant de mon autonomie dans mon propre foyer. J'étais abasourdi. J'étais sur le point de me battre, mais je venais littéralement d'apprendre que j'étais enceinte. La psychologie d'une future mère est souvent fragile et désespérée de paix. Je ne voulais pas créer un environnement toxique qui pourrait stresser le bébé. Je me suis dit que c'était son chèque de paie, et que vouloir prendre soin de sa mère vieillissante était fondamentalement un bon trait de caractère. De plus, mes propres finances étaient incroyablement solides. Je n'avais pas besoin de ces 25 000 $ pour vivre, mais ma concession a été interprétée comme une stupidité et une faiblesse pure. Ils ont commencé à franchir chaque limite, me transformant en un distributeur automatique sans fin pour leur nouveau style de vie luxueux. Le contrôle de Béatatrice est devenu étouffant et profondément irrationnel. Même si elle thésaurisait le salaire massif de Vance, elle ne contribuait pas un seul centime aux dépenses du foyer. Ni l'électricité, ni l'eau, ni les charges de copropriété astronomiques, ni même le papier toilette ou l'huile d'olive. Elle hurlait simplement à travers l'appartement, « Sloan, descends chez Whole Foods me chercher 2 kilos de cette côte de bœuf coûteuse. Vance veut un steak ce soir. Et pendant que tu y es, prends de ces vitamines biologiques importées. J'ai eu des vertiges ces derniers temps. Ce doit être l'altitude ici. J'ai donné tout mon liquide à l'église hier, alors mets ça sur ta carte, ma chère. Nous sommes une famille. Nous n'avons pas besoin de faire les comptes. C'était toujours, mets ça sur ta carte. Mais cet argent n'est jamais revenu. Au fur et à mesure que ma grossesse avançait, mon corps devenait lourd et épuisé. Pourtant, c'était toujours moi qui hissais de lourds sacs de course dans l'ascenseur. Pendant ce temps, Béatatrice s'asseyait sur mon canapé en velours, mangeant des pistaches et appelant en FaceTime ses proches de l'Ohio pour se vanter de son brillant fils et de sa vie de haute société à Manhattan. Les dîners de famille se sont transformés en banquets somptueux pour satisfaire leur palais soudainement exquis, le tout financé par la sueur et le stress de mes sessions de négociation nocturnes. Un jour, de sévères nausées matinales m'ont cloué au lit, me faisant vomir violemment à sec. J'ai demandé à Vance de descendre rapidement me chercher du ginger ale et des crackers simples à la boutique du coin. Il a ricané. « Tu ne joues pas un peu la comédie ? Maman dit que la grossesse est entièrement naturelle. Dans le temps, les femmes accouchaient et étaient au champ le lendemain matin. Tu as la chance de pouvoir t'allonger dans une pièce climatisée et tu te plains de tout. Je suis vidé par le travail. Si tu ne peux pas cuisiner, commande quelque chose sur Uber Eats, mais ne me lance pas dans des courses. Je suis directeur, pas ton assistant personnel. » La cruauté de Vance devenait chaque jour plus flagrante.
Il me considérait comme un objet décoratif, une servante gratuite. Il se délectait du léchage de bottes de ses subordonnés, croyant sincèrement être le centre de l'univers. Chaque fois qu'il ramenait des collègues ou des partenaires, il me donnait délibérément des ordres pour affirmer sa dominance. Sloan, va dans la cave à vin et sors ce cabernet de Napa. Verse un verre pour mes invités et sors la planche de charcuterie. Dépêche-toi. Ils attendent. Grimaçant des dents, je servais la nourriture pendant que mon estomac se tordait de douleur. Les voir porter des toasts me donnait la nausée. Il louait Vance. Féliciter Béatatrice pour avoir élevé un tel titan. Et elle, les yeux mi-clos de plaisir pur, ne manquait jamais une occasion de me rabaisser. Oh oui, mon fils est un prodigue. C'est pour cela que nous vivons ainsi. Sa femme ne contribue pas vraiment. Elle sait juste se débrouiller dans une cuisine. J'ai déjà dit à mon fils que l'homme qui gagne l'argent doit le contrôler. Donne-le à une femme et elle te ruinera. Épouser mon Vance a été le jour le plus chanceux de sa vie. Caché derrière la porte de la cuisine, mes mains serraient le comptoir en marbre si fort que mes articulations devenaient blanches. Le jour le plus chanceux de ma vie. Un homme qui gagne 300 000 $ par an, mais laisse sa femme enceinte vider ses comptes pour payer les lumières, la nourriture et ses propres vitamines prénatales. Un homme qui utilise son argent pour acheter un statut et nourrir la cupidité de sa mère, mais qui est tellement déconnecté qu'il ne sait même pas de combien de semaines sa fille est enceinte. Était-ce de la chance ou une malédiction? Le solde de mon compte courant diminuait de jour en jour. Je n'ai délibérément pas touché à mes fonds offshore massifs. Je voulais voir exactement jusqu'où irait leur effronterie. Je n'ai pas eu à attendre longtemps. L'hémorragie financière n'était que la partie émergée de l'iceberg. Toute cette façade de valeur familiale construite sur mon argent et mes larmes était sur le point d'être pulvérisée par un sale secret caché au fond d'un tiroir. Un samedi après-midi, Vance est allé jouer au golf avec des vice-présidents. Et Béatatrice est allée dans un spa médical de luxe en utilisant la carte de crédit supplémentaire qu'il lui avait donnée. Le Penthouse est enfin tombé dans un silence rare et délicieux. J'ai décidé de ranger le bureau d'études de Vance. Il m'avait explicitement interdit de toucher à son espace de travail, prétendant qu'il avait des documents régulés par la SEC extrêmement confidentiels qui traînaient. Mais aujourd'hui, un pressentiment m'a poussé à ouvrir le lourd tiroir du bas de son bureau en acajou, celui qu'il gardait toujours verrouillé. J'ai trouvé la clé de secours scotchée sous une statue de taureau en laiton de mauvais goût sur sa bibliothèque. Le clic de la serrure a résonné, glacial dans la pièce calme. À l'intérieur, il n'y avait aucun document d'entreprise confidentiel, juste un dossier bleu et un carnet relié en cuir. J'ai ouvert le dossier et mon cœur s'est arrêté. C'étaient des reçus de virements bancaires soigneusement organisés par moi pour toute l'année écoulée. L'expéditeur était Béatatrice. Le destinataire était Wyatt, le frère cadet de Vance qui vivait toujours dans l'Ohio. Le montant viré chaque mois était exactement de 18 000 $. J'ai feuilleté les pages frénétiquement. Il y avait une copie d'un acte de propriété au nom de Wyatt, des plans d'architecte pour une maison sur mesure massive de 2 étages, et une pile de factures pour des matériaux de construction haut de gamme et des meubles sur mesure. Mes oreilles ont commencé à tinter. Le sang m'est monté à la tête, suivi d'un frisson glacé le long de ma colonne vertébrale. 18 000 $ par mois. Sur le salaire net de 25 000 $ de Vance, Béatatrice gardait quelques milliers pour ses folies de marque et virait entièrement le reste dans le Midwest pour acheter un terrain et construire un château pour son fils cadet paresseux et accro au jeu, qui n'avait jamais eu de travail de sa vie. Pendant ce temps, ici à New York, elle pressait la dernière goutte de sang de sa belle-fille enceinte pour couvrir les charges massives de ce Penthouse. Ils vivaient comme des rois sur mes deniers, détournant tout leur argent liquide pour construire un empire pour leur clan resté au pays. Mes mains tremblantes ont ramassé le carnet en cuir. Je l'ai ouvert. C'était le journal financier personnel de Vance. Les lignes manuscrites étaient comme des dagues plantées droit dans ma poitrine. Mars, virer à maman la prime de 20 000 $. Rediriger 18 000 $ vers Wyatt pour couvrir sa dette de paris sportifs afin qu'il ne lui brise pas les jambes. Mais, acheter une Rolex à 1500 $. Mettre sur la carte d'entreprise et passer en frais de représentation client. Juin, facture du Penthouse. Laisser S les payer. Dire à maman de faire la fauchée pour que S utilise ses propres économies. Juillet, maman dit que Wyatt a besoin d'un nouveau Ford F-150. Approuvé.
dire à S de rétrograder vers le forfait d'accouchement à l'hôpital moins cher pour économiser de l'argent. Je m'effondrais sur le sol en bois froid, paralysé. Ainsi, je n'étais pas seulement un distributeur automatique. J'étais une marionnette dans une pièce de théâtre folle dirigée par mon propre mari. Vance savait parfaitement que sa mère envoyait tout son argent à son frère vaurien. Pire, il l'approuvait. Il élaborait activement des moyens d'épuiser mes finances. Il savait que j'avais des économies d'avant notre rencontre et il voulait me ruiner complètement pour que je sois entièrement dépendante de lui. Et ils appelaient cela la loyauté familiale. Des sensus suçant une inconnue à blanc pour nourrir leur propre sang. Soudain, j'ai entendu le lourd bruit de la porte d'entrée. Béatatrice était de retour. J'ai rapidement verrouillé le tiroir, placé la clé exactement là où je l'avais trouvée et je me suis levé. J'ai lissé mon haut de grossesse et j'ai pris une profonde inspiration, forçant la tempête qui faisait rage dans ma poitrine à redescendre à un bouillonnement. Quand je suis sorti dans le salon, Béatatrice déposait plusieurs sacs La Mer et Gucci sur le canapé. Je suis épuisé. Ce spa était affreux aujourd'hui. L'esthéticienne avait la main si lourde. Je vais dire à Vance de me faire passer au forfait VIP Platinum demain. Sloan, pourquoi tu te tiens là à me fixer? Où est mon jus d'orange fraîchement pressé? J'ai la gorge desséchée. Oh, et tu couvres la livraison de courses ce mois-ci. Vance est coincé dans des investissements et ne m'a pas donné ma pension, alors gère bien ton budget. Ne va pas acheter de la viande périmée pour mon fils. J'ai regardé son visage poudré, ce faux sourire cachant un univers de tromperie. Je n'ai pas répondu immédiatement. Je suis allé à la cuisine, j'ai versé un verre d'eau glacée et je l'ai posé lourdement sur la table basse en verre juste devant elle. Il n'y a pas de jus d'orange. Bois de l'eau. Cela élimine les toxines. Et l'argent des courses, je n'en ai plus non plus. Mes économies sont à zéro. Béatatrice, je suppose qu'à partir de demain, nous mangerons du chou bouilli. Quant à votre forfait spa VIP, je vous suggère d'appeler Wyatt dans l'Ohio et de lui dire de vendre quelques briques de sa nouvelle maison sur mesure pour le payer. Parce que votre autre fils, celui qui ramène 25 000 $ par mois, a viré le tout dernier centime à son frère pour la construction. Il ne reste plus rien pour vos soins du visage. Le visage de Béatatrice s'est métamorphosé. Sa main atteignant le verre s'est figée en l'air. Ses yeux se sont grandement ouverts de terreur absolue, et elle a grincé des dents. Toi! Qu'est-ce que c'est que ces mensonges insensés que tu débites? Qui t'a dit cette ordure? Je me suis penché sur elle, ma voix étant à peine un chuchotement, mais empreinte d'un venin mortel. Personne ne m'a rien dit. L'acte de propriété au nom de Wyatt, les factures des entrepreneurs. J'ai tout vu. Vous avez mis Vance au monde. Vous préférez Wyatt. C'est votre problème. Mais utilisez ma sueur et mes larmes pour subventionner une famille de sangsues. Vous vous êtes trompé de femme. Je me suis retourné et je suis parti, laissant Béatatrice paralysée, tremblant de la tête aux pieds alors qu'elle réalisait que son grand secret était entièrement étalé au grand jour. À partir de ce moment-là, le rideau sur leur petite farce a été déchiré. Mon amour aveugle était mort. Je n'allais pas pleurer. Je n'allais pas faire une crise et je n'allais certainement pas hurler. La vengeance la plus cruelle n'est pas une dispute à cris déployés. C'est de laisser des gens aviles grimper jusqu'au sommet absolu de la montagne et ensuite, d'un coup de poignet, les pousser dans l'abîme des dettes et du désespoir. Le premier piège allait être tendu. La nuit est tombée, étouffant le Penthouse. Depuis que j'avais lâché la bombe, Béatatrice était restée muette. Son arrogance bruyante habituelle était complètement vidée par la peur. Je me suis enfermé dans ma chambre, la laissant seule avec sa panique. Je savais qu'elle appelait frénétiquement Vance à l'aide. Et exactement comme je l'avais prédit, un peu plus d'une heure plus tard, des pas lourds et furieux ont martelé le couloir. Un martèlement tonitruant a fait trembler la porte de ma chambre. Sloan, ouvre cette porte immédiatement. Qu'est-ce que c'est que cette connerie d'avoir fouillé dans mes affaires? Qui t'a donné la permission de toucher à mon bureau? Sors ici et dis-le-moi en face. Ne te cache pas là-dedans. J'étais assise dans le coin lecture près de la fenêtre, buvant un verre de lait chaud, calmement, en regardant la pluie strier le verre. Ces hurlements n'ont pas fait monter mon pouls d'un seul battement. Je me suis levé lentement et j'ai déverrouillé la porte. Vance a surgi comme un chien enragé, suivi d'une Béatatrice au visage pâle, essayant désespérément de jouer la victime.
As-tu perdu la tête, a hurlé Vance. Tu lis 2 papiers et tu commences à insulter ma mère. L'argent que j'envoie dans l'Ohio est un investissement. Wyatt construit un vaste domaine rural pour que toute la famille ait un refuge. En plus, il a promis que la moitié de la superficie serait à mon nom. Je suis le frère aîné. Qu'y a-t-il de mal à prendre soin du plus jeune si toi, en tant qu'épouse, tu ne peux pas soutenir ma famille financièrement? La moindre des choses est de ne pas essayer de nous monter les uns contre les autres. Exactement, a sangloté Béatatrice. De toutes mes années, je n'ai jamais vu une fille aussi irrespectueuse. Elle m'accuse de voler mon propre fils pour donner à Wyatt. Ce terrain est un actif familial. J'essaie seulement de sécuriser votre avenir. Et elle me paye avec cette saleté. Vance, tu dois remettre ta femme à sa place. Vivre ici devient une humiliation. J'ai regardé l'homme défendant un mensonge éhonté avec le visage rouge et la femme tirant des larmes de crocodile. Leur complicité était d'une perfection nauséabonde, investir dans un domaine au nom d'un accro au jeu, un château construit uniquement pour flamber devant leurs voisins de petite ville. Et dans la bouche de Vance, c'était présenté comme un coup de maître d'investissement immobilier. Je ne me suis pas disputé. J'ai juste fait un pas en arrière et croisé les bras. Ma voix était un ton neutre, de la glace absolue. Tu n'as pas besoin de t'expliquer. C'est ton argent. Tu peux le jeter par la fenêtre ou y mettre le feu pour ce que ça me fait. Je répète juste un fait, mon rôle de pourvoyeuse financière pour ce pantouse a pris fin aujourd'hui. À partir de demain, je ne mets plus un centime. Utilise ton brillant argent d'investissement pour payer la facture d'électricité, l'eau et les courses. Maintenant, sors de ma chambre. Tu me menaces, a ricané Vance. Tu penses que sans tes petits centimes cette maison va mourir de faim? Je suis directeur. Je gagne plus de 300 000 $ par an. Voyons comment tu survis sans moi. Il a claqué la porte, entraînant Béatatrice avec lui. Ses insultes étouffées se sont effacées dans le couloir. Je suis retourné à mon bureau et j'ai ouvert mon ordinateur portable personnel, sécurisé derrière plusieurs couches de chiffrement de niveau militaire. La lueur de l'écran éclairait mon expression froide. Il était temps de retirer le tablier de la femme au foyer soumise. Vance et Béatatrice avaient toujours pensé que j'étais fauché, une femme faisant de petites traductions indépendantes en ligne pour de l'argent de poche. Ils n'avaient aucune idée que derrière mes vêtements simples, j'étais Sloan, la fondatrice et PDG anonyme d'Equinox Capital, l'un des fonds d'investissement privés les plus impitoyables et les plus lourdement capitalisés de Manhattan. Le pantouse dont Vance se vantait d'avoir remboursé le prêt était en réalité la propriété de l'une de mes sociétés écrans, légalement acheté comptant sous mon nom avant même que nous ne signions un certificat de mariage. Les relevés d'hypothèque qu'il recevait étaient une simulation financière pour protéger son ego fragile quand nous avons emménagé. Ces paiements étaient simplement redirigés vers l'un de mes comptes secondaires. Même sa rapide ascension au poste de directeur, les contrats d'entreprise de plusieurs millions de dollars dont il se pavanait, étaient le résultat direct de mes opérations de l'ombre. J'avais utilisé le vaste réseau d'Equinox pour lui ouvrir la voie. J'avais construit un empire pour lui, et il avait utilisé ce même empire pour me trahir, m'écraser et me saigner à blanc pour nourrir la cupidité sans fin de sa famille. Mes doigts ont volé sur le clavier. Je me suis connecté au serveur sécurisé interne et j'ai envoyé une série d'instructions chiffrées à mon fidèle chef d'état-major, Directive 1, geler toutes les cartes de crédit furtives et les comptes de dépenses que j'ai ouverts sous des faux noms pour l'entretien du foyer. Directive 2, retirer toute intervention clandestine sur le marché et rompre toutes les relations de partenariat qu'Equinox avait canalisées vers l'entreprise de Vance. Directive 3, commencer à racheter toute la dette en cours de Wyatt auprès de ses bookmakers et de ses prêteurs prédateurs dans l'Ohio. Racheter le tout. J'ai fermé l'ordinateur portable et j'ai posé une main sur mon ventre. Bébé, je suis tellement désolé que tu aies dû être témoin de cette pourriture, mais je te promets que j'incinérerai cette ordure avant que tu ne prennes ton premier souffle. Ils aimaient l'argent. J'allais leur montrer le poids écrasant du vrai argent. Ils aimaient le pouvoir. J'allais les dépouiller de tout d'un claquement de doigts. La vraie noirceur n'était pas dans les petites manipulations de Béatatrice. Elle était dans ma patience qui avait enfin cédé. Je savais que demain matin serait l'aube d'un enfer absolu pour cette famille de traîtres. 3 jours ont passé depuis ma déclaration d'indépendance financière. L'atmosphère dans le pantouse était aussi tendue qu'un fil piège. Les cartes gelées signifiaient un réfrigérateur sub-zéro vide.
Vance a dû commencer à payer la nourriture de sa propre poche. Au lieu du homard et du wagyu, la table présentait désormais des plats préparés pris à la hâte au supermarché du coin. Béatatrice ne pouvait évidemment pas supporter l'austérité. Elle arpentait le Penthouse en lançant des attaques passives-agressives venimeuses. Vivre ainsi est impossible. Quel genre de foyer maudit a une belle fille qui thésaurise son argent et laisse son mari mourir de faim? Vance, mon bébé. Avec toutes les heures que tu travailles, tu as besoin d'une alimentation correcte. Tiens bon, maman, a soupiré Vance. Je suis à court ce mois-ci. Le virement pour les cloisons sèches de Wyatt a tout mangé, et la prime du mois prochain n'est pas encore tombée. En plus, l'entreprise me met la pression pour les objectifs du T3, et je n'ai même pas ma propre voiture. Je prends des Uber pour rencontrer des clients à haute valeur nette. C'est embarrassant. Les associés me regardent comme une blague. Qui va confier un portefeuille de plusieurs millions de dollars à un directeur qui ne conduit même pas une voiture de luxe? Je m'assoyais à la table en mangeant une salade en silence. La plainte de Vance n'était pas accidentelle. C'était le prologue d'une pièce répétée lourdement. Je savais qu'il désespérait d'avoir un Mercedes classe G pour flamber devant ses collègues, mais avec près de 20 000 dollars allant dans l'Ohio chaque mois, il ne pouvait pas obtenir l'accord pour le financement. Pilote dans l'âme, la pièce a pivoté vers moi. Béatatrice a posé sa fourchette en plastique, ses yeux étincelant d'une cupidité à peine dissimulée. Vance a raison. Dans les affaires, l'image est tout. Tu ne peux pas grimper les échelons en ayant l'air d'un piéton. Et Sloan, tes parents possèdent pas mal de terrain à la campagne, n'est-ce pas? Je me souviens qu'au mariage ils avaient dit qu'ils aideraient quand vous auriez un besoin commercial majeur. Ton mari a besoin de capital pour une voiture pour sécuriser sa carrière. En tant qu'épouse, tu dois voir les choses en grand. Appelle tes parents. Dis-leur de prendre un prêt hypothécaire rechargeable sur leur terrain. 200 000 dollars suffiraient pour que Vance ait un SUV de haut niveau. Exactement, est intervenu Vance de manière fluide. Si je gagne, tu gagnes. Notre bébé va naître bientôt, et elle mérite de monter dans un véhicule de luxure. Le terrain de tes parents reste là à ne rien faire. Il vaut mieux l'utiliser comme levier pour que je puisse investir dans mon image. Quand mes commissions doubleront, je les rembourserai avec intérêt. La famille de la mariée a le devoir de soutenir les entreprises du gendre. J'ai failli éclater de rire devant tant d'audace. Ils avaient épuisé mon endurance, vidé mon argent liquide, et maintenant ils voulaient enfoncer leurs griffes sales dans les actifs de retraite de mes parents. L'argent du mari va construire un château pour le beau-frère, mais la voiture de luxe du mari devrait être financée par les parents de la femme qui mettent leur maison en jeu. La cupidité humaine est vraiment un puissant fond. Si j'étais la femme que j'étais une semaine plus tôt, j'aurais renversé la table. Mais je jouais une partie bien plus grande maintenant. Pour des porcs avides, le meilleur appât est une fausse reddition. J'ai posé ma fourchette et essuyé ma bouche élégamment, feignant un air d'hésitation avant de paraître finalement séduite par la vision du brillant avenir de mon mari. Vous savez, vous avez raison. La carrière de Vance est la priorité ici, mais 200 000 dollars, c'est beaucoup. Mes parents vont avoir peur. Ils vont craindre que la banque ne saisisse si nous manquons un paiement. Oh, quelle absurdité, a hurlé Béatatrice en se frappant la cuisse. Dis-leur que leur gendre est un cadre de Wall Street qui gagne 300 000 dollars par an. Pleure un peu au téléphone si tu le dois. Aucun parent ne peut supporter d'entendre sa fille pleurer. Obtiens ces 200 000 dollars et tu seras enfin une épouse digne de ce nom. D'accord, j'irai les voir ce week-end et je les convaincrai. Vance, pourquoi ne commences-tu pas à chercher la voiture? Assure-toi qu'elle soit le haut de gamme. Sérieusement, tu es formidable, chérie. Vance était si euphorique qu'il a entièrement oublié qu'il avait menacé de divorcer quelques jours auparavant. Tu vois, maman, je te l'avais dit qu'elle pouvait être raisonnable. Le dîner s'est terminé dans un concert de rire. Il vivait dans un fantasme où un classe G à 200 000 dollars allait tomber du ciel. Moi, pendant ce temps, je me suis retiré dans ma chambre, j'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai contacté un réseau de prêteurs privés prédateurs, des hommes qui opéraient dans les zones grises de la finance et qui répondaient secrètement à mes ordres. La cupidité de Vance avait été pleinement activée. Quand l'argent de mes parents serait inévitablement retardé au tout dernier moment, un homme aveuglé par la promesse d'une voiture de luxe signerait absolument n'importe quoi pour maintenir les apparences. Sa propre vanité serait la lame que j'utiliserais pour lui trancher la gorge.
Alors que Vance était occupé à choisir les surpiqûres en cuir pour son SUV, un séisme massif se préparait dans son entreprise. Mes informateurs chez Equinox m'ont alerté que l'entreprise de Vance lançait un projet immobilier commercial massif et avait désespérément besoin d'une injection de capital externe de 50 millions de dollars pour rester à flot. Le poste de Vance était sur le grill. Le conseil d'administration avait émis un ultimatum, quiconque sécuriserait ce capital ne sauverait pas seulement la division, mais serait instantanément promu directeur général avec une prime astronomique à 7 chiffres. Vance s'y est jeté comme un papillon de nuit sur une flamme, mais sans ma main invisible pour lui ouvrir les portes, sa réputation n'était rien. Tous les grands fonds l'ont éconduit. Il est rentré ce soir-là en puant le scotch, complètement hors de lui. La voiture? Quelle maudite voiture? L'entreprise se vide de son sang. Si je ne trouve pas un fonds pour lâcher 50 millions d'ici vendredi, je suis viré. Où diable vais-je trouver un fou prêt à signer un chèque de 50 millions de dollars en 5 jours? J'étais assise à l'îlot en train d'éplucher une pomme. Je n'ai pas dit un mot. La proie se tenait au bord exact de la falaise. Il avait juste besoin d'une petite poussée. Une poussée appelée l'espoir. Dès le lendemain matin, mon chef d'état-major, opérant sous le couvert d'un directeur d'investissement indépendant pour Equinox Capital, est entré dans le bureau de Vance. Il a tendu à Vance une feuille de conditions qui ressemblait à un miracle divin. Equinox injecterait les 50 millions de dollars complets, mais à une condition stricte, Vance devait signer en tant que garant personnel du prêt relais. Si le projet échouait ou si le contrat était rompu pour une raison quelconque, Vance serait personnellement responsable du principal plus une pénalité de 2 cents pour cent. Vance est rentré ce soir-là vibrant d'une énergie maniaque. Maman. Maman, je suis sauvé. Je vais être directeur général. L'un des plus grands fonds d'investissement de la ville m'a contacté aujourd'hui et il lâche 50 millions. Le PDG m'a serré la main. Si ça se conclut, la promotion est à moi. Mon salaire de base va quadrupler. Oh mon Dieu, loué soit le Seigneur, a pleuré Béatatrice, en le prenant dans ses bras. J'ai dit à tout le monde que mon fils était un titan. La signature est ce vendredi. Le seul hic, c'est que je dois signer une garantie personnelle. Mais qu'importe. Le projet est blindé. Zéro risque. Ces mecs de l'investissement privé ont les poches profondes, mais ce sont des idiots. Dès que je signe, je prends un prêt relais auprès d'un prêteur privé et j'achète le classe G comptant. Attendre après les parents pecnos de Sloan pour qu'ils hypothèquent leur ferme est une perte de temps. Un sourire glacial s'est glissé sur mon visage. Ces investisseurs sont des idiots. Ils n'avaient aucune idée que l'investisseur idiot était la femme enceinte qu'il rabaissait chaque soir. Il était tellement aveuglé par sa propre ambition qu'il n'a même pas pris la peine de faire réviser par un avocat externe les clauses mortelles que j'avais personnellement enfouies dans le contrat. Il nouait avec empressement sa propre corde. Je n'avais plus qu'à attendre l'heure de l'exécution pour lui retirer la chaise sous les pieds. Le vendredi matin est arrivé. Vance s'est habillé de son meilleur costume sur mesure, s'est inondé de parfums Creed et a attaché la Rolex à 1500 $ que j'avais secrètement payé pour lui. Donne-moi la boîte de la montre, Sloan, a-t-il ordonné. Je rencontre l'élite financière aujourd'hui. Les apparences sont tout. Quand je repasserai cette porte ce soir, tu regarderas un directeur général. Avant de partir, il s'est tourné vers sa mère. Sur le chemin de l'entreprise, je m'arrête chez le prêteur privé pour signer l'avance de trésorerie de 200 000 $. Je sortirai la Benz directement du concessionnaire et je la garerai devant le bureau pour fêter ça. La prime de cette affaire épongera le prêt en un mois de toute façon. Mon cœur a fait un petit bond de satisfaction. 200 000 $ auprès d'un requin du prêt. Il était entièrement aveugle. Je l'ai regardé sortir pavanant, bouffi d'arrogance. Au moment où le verrou a cliqué, j'ai branché mon ordinateur portable sur le flux de sécurité en circuit fermé de la salle de conférence VIP d'Equinox. J'ai regardé Vance suant, mais extatique, feuilletant négligemment le massif classeur juridique. Il ne s'est fixé que sur le chiffre de 50 millions. Il n'a pas lu la clause 4.2 ni la clause 7.5, les pièges à loup que mon équipe juridique avait méticuleusement conçus. La clause 4.2 donnait à Equinox le droit unilatéral de suspendre l'injection de capital si l'entreprise de Vance avait des litiges juridiques non divulgués préexistants. La clause 7.5, le coup de grâce,
stipulait que si le contrat était annulé en raison de la négligence de l'entreprise, le garant personnel Vance devait immédiatement indemniser Equinox à hauteur de 2 cents % de la valeur de l'affaire, 100 millions de dollars payables immédiatement, confisquant tous les actifs présents et futurs. Vance a signé son nom avec fioriture, souriant et serrant la main de Hay. Assise devant mon écran, j'ai pris une gorgée d'eau, ressentant une vague de soulagement glacial. Le pacte de sang était scellé. Le nœud coulant était serré. Le prêt prédateur de 200 000 $ qu'il souscrivait aujourd'hui serait l'enclume qui le traînerait au fond de l'océan. Désormais, tout ce que j'avais à faire était de m'asseoir et de regarder le carnage. À 20 h ce soir-là, la porte d'entrée s'est ouverte. Vance est entré, mais pas seul. À côté de lui se tenait une superbe jeune femme dans une robe rouge moulante portant un sac Birkin. Son parfum agressif a instantanément inondé la pièce. Derrière eux, Béatatrice rayonnait de toutes ses dents. Vance a eu l'air brièvement mal à l'aise en me voyant dans mes vêtements de grossesse, mais a rapidement ajusté son masque d'indifférence. Sloan, mets une autre assiette. Nous avons une invitée d'honneur. C'est Kensington, la fille d'un associé senior. Elle vient de rentrer de son MBA à Londres. Après avoir récupéré le nouveau classe G aujourd'hui, je l'ai invitée à dîner. Kensington m'a toisé de haut en bas, ses yeux s'attardant sur mon ventre rebondi et mon sweat à capuche trop grand. Elle a offert un demi-sourire condescendant et a hoché la tête sans réellement me parler. C'était une tactique d'humiliation flagrante orchestrée par Béatatrice. Elle voulait me frotter le nouveau statut d'élite de son fils au visage et me rappeler ma place de couveuse jetable. Sloan, sers la nourriture, a ordonné Vance. Kensington et moi avons parlé stratégie toute la journée et nous mourons de faim. Kensington, fais comme chez toi. La nourriture est basique. Ma femme est juste du genre au foyer. Elle ne comprend pas vraiment la cuisine haut de gamme. J'ai posé les assiettes sur la table avec un claquement sec. Je ne m'assis pas. Je suis resté là à les regarder se servir, verser du vin et rire, ignorant entièrement mon existence. Béatatrice ne pouvait s'empêcher de couver Kensington du regard tout en me décochant des flèches venimeuses. Vous voyez, Kensington, un vrai homme d'affaires a besoin d'une femme du monde à ses côtés, quelqu'un avec du pédigré, pas une femme qui sait seulement se tenir devant une cuisinière et mendier une pension. Si mon fils vous avait rencontré en premier, sa carrière serait 100 fois plus grande. Ils attendaient que j'explose. Ils voulaient que je pleure, que je jette une assiette, que je fasse une scène pour avoir l'excuse parfaite de me jeter dehors sous la pluie. Mais mon cœur était un lac gelé. J'ai regardé Vance, qui mâchait son steak en silence, n'offrant aucune défense à sa femme enceinte. Sa lâcheté était absolue. Calmement, je suis allé dans ma chambre. J'ai sorti la valise Rimowa que j'avais préparée plus tôt dans la journée et je l'ai fermée. Le son des roulettes roulant sur le parquet les a empêchés de rire. J'ai pris mon sac à main, les clés de ma vraie voiture et mon passe de garage. « Qu'est-ce que tu fais, Sloan ?» a lancé Vance. « Où penses-tu aller à cette heure ? Ne fais pas une crise de jalousie. Si tu franchis cette porte, tu me supplieras à genoux d'ici demain. » Je m'arrêtai sur le seuil et je les ai regardés. J'ai souri, un sourire éclatant, libéré, entièrement arrogant. « Te supplier à genoux, Vance ? Tu surestimes grandement cette porcherie. Je ne pars pas parce que je suis jalouse de ta petite stagiaire ici présente. Je pars parce que je ne veux pas être éclaboussé par la ruine financière absolue qui va t'écraser en poussière demain matin. » J'ai déplacé mon regard vers sa mère. « Béatatrice, vous aviez raison sur une chose, une personne qui ne génère pas de revenus est inutile. Mais vous avez oublié un détail mineur, celui qui ne gagne pas d'argent, celui qui vit sur le temps emprunté et l'argent volé, c'est votre fils. Profitez de votre dîner. Mangez bien. Parce que demain, vous ne pourrez même plus vous offrir un paquet de ramen. Espèce de salope insolente. Sors de ma maison, a hurlé Béatatrice, en se levant. Mon fils a acheté cet endroit avec son sang et sa sueur. Va mendier dans la rue. Je n'ai pas honoré ces hurlements d'une réponse. J'ai ouvert la porte et je suis sorti. Le minuteur de la bombe est tombé à 0. J'ai pris l'ascenseur privé jusqu'au garage souterrain où mon chauffeur personnel m'attendait déjà, la porte de ma Maybach ouverte, prêt à me conduire à ma vraie résidence principale, un vaste hôtel particulier historique dans l'Upper East Side. Demain, quand le soleil se lèverait, le pitoyable château de cartes de Vance serait balayé,
et je regarderais depuis le pantouse de l'univers pendant qu'il se faisait écraser. Lundi matin, dans ma suite exécutive aux parois de verre chez Equinox Capital, j'ai donné l'ordre d'exécution finale. À 9 heures précises, mon service juridique a dépêché une équipe d'huissiers au cabinet de Vance, citant un litige d'urbanisme non divulgué préexistant que nous avions commodément mis au jour. Equinox a invoqué la clause 4.2, nous avons suspendu formellement et indéfiniment l'injection de 50 millions de dollars. Simultanément, nous avons déclenché la clause 7.5. Parce que l'affaire s'est effondrée en raison de la non-divulgation de l'entreprise, le garant personnel Vance était immédiatement responsable de la pénalité de 100 millions de dollars. La nouvelle a frappé son bureau comme une arme nucléaire tactique. Le conseil d'administration, désespéré de protéger l'entreprise d'une responsabilité de 100 millions de dollars, a immédiatement jeté Vance au loup. Ils l'ont viré sur le champ, ont révoqué ses indemnités de départ et ont transmis tous ses dossiers à nos avocats. Vous ne pouvez pas faire ça. C'est moi qui ai apporté cette affaire. Où diable vais-je trouver 100 millions de dollars? On m'a piégé. Les cris de Vance ont résonné dans le hall de l'entreprise. C'était inutile. La sécurité l'a littéralement traîné hors du bâtiment et l'a jeté sur le trottoir de Madison Avenue. La seconde où il a frappé le béton, son téléphone a vibré. C'étaient les prêteurs privés. La nouvelle de son licenciement catastrophique et de sa dette de 100 millions de dollars avait déjà atteint les réseaux informels. Les requins du prêt ont exigé le remboursement immédiat des 200 000 dollars pour le classe G, plus les intérêts prédateurs d'un montant exorbitant. S'ils ne viraient pas l'argent liquide avant le coucher du soleil, la voiture était saisie et ses rotules étaient confisqués. Pendant que Vance faisait une crise de nerfs sur le trottoir, Béatatrice subissait un coup fatal elle aussi. Mon assistant, avait pris la liberté de transmettre les massifs registres de paris clandestins de Wyatt à tous ses créanciers dans l'Ohio. Un convoi de remorqueurs et de bookmakers furieux a fondé sur le chantier du château de banlieue. Ils ont prouvé que Wyatt avait utilisé le terrain de manière frauduleuse comme garantie à plusieurs reprises. Ils ont saisi la propriété, confisqué les actifs et ont littéralement chassé Wyatt du comté. Le rêve de dynastie rurale de Béatatrice a été réduit en cendres en 1 heure. Vance, sauve-moi, a gémi Béatatrice au téléphone. Wyatt nous a ruinés. Des brutes ont pris la maison. Vire-moi de l'argent liquide pour les payer. De l'argent liquide? De l'argent liquide, a rugi Vance comme un animal blessé. Tu ne comprends pas que je viens d'être viré? Je dois 100 millions de dollars. La mafia russe va me tuer pour le prêt de la voiture. Tout ça c'est ta faute avec ton obsession de flamber. À cause de ce stupide château, parce que tu m'as poussé à acheter cette voiture. J'ai tout perdu. Ils se sont hurlés dessus. Ils se sont entre-déchirés. Du sommet de leur arrogance, ils avaient plongé dans l'abîme. Et puis, désespérés, ils se sont souvenus de leur dernière bouée de sauvetage, le pantouse de Tribeca. Ils se sont dit que s'ils le mettaient en vente immédiatement, ils pourraient liquider un peu de capital pour survivre et s'enfuir. Ils n'avaient aucune idée que le dernier piège, le plus sadique de tous, les attendait exactement là où ils avaient commencé. Franchissant la porte frénétiquement et trempés de sueur, Vance et Béatatrice se sont précipités vers le bâtiment de luxe. Il a tapé son code sur le verrou électronique, erreur. Il l'a tapé à nouveau, erreur. Il a commencé à frapper violemment sur la lourde porte. Sloan, ouvre la porte. Je sais que tu es là-dedans. C'est ma maison. La porte s'est ouverte. Mais ce n'était pas moi qui me tenais là. C'était un homme trapu d'une 50aine d'années en tenue de chantier tenant une perceuse électrique. Qui diable êtes-vous? Que faites-vous dans le pantouse de mon fils? A hurlé Béatatrice. Le pantouse de votre fils, madame? Vous vous trompez d'étage, a grogné l'entrepreneur. J'ai acheté cet appartement vendredi matin. Voici le transfert d'actes. Le propriétaire précédent était une société holding. Equinox Venture. J'ai viré l'argent liquide. Ils ont remis les clés. Maintenant, si cela ne vous dérange pas, je démolis ces murs. Vance a arraché les papiers des mains de l'homme. Ses yeux sortaient de ses orbites. Le propriétaire n'était pas lui. Ce n'était pas moi. C'était une LLC. Le nouvel acheteur était clairement indiqué. Les papiers ont glissé de ses doigts tremblants. Non. Non. C'est impossible. J'ai signé l'hypothèque. À ce moment exact,
assise dans mon hôtel particulier de l'Upper East Side, mon téléphone a sonné. C'était Vance. Je l'ai mis sur haut-parleur. Sloan, qu'as-tu fait à ma maison? Pourquoi y a-t-il un inconnu à l'intérieur? Pourquoi l'acte dit-il qu'une entreprise le possédait? Tu m'as escroqué. Rends-moi ma maison. J'ai laissé échapper un doux rire résonnant. Ta maison, Vance? Croyais-tu honnêtement qu'avec ton pitoyable salaire de débutant d'il y a 3 ans, une banque de Manhattan allait t'accorder une hypothèque de 5 millions de dollars? Ces papiers étaient falsifiés. Je les ai fait rédiger pour protéger ton petit ego fragile. Cet appartement a toujours appartenu à ma firme, Equinox Capital. Je l'ai payé comptant avant même que nous ne nous fiancions. C'est mon actif privé. Cette hypothèque que tu payais chaque mois, c'était juste toi me payant un loyer, et j'ai décidé que je ne voulais plus de toi comme locataire. J'ai liquidé l'actif, et l'argent liquide est retourné dans mon fonds. Montre-moi la loi qui dit que cette propriété est à toi. Vas-tu me poursuivre pour ne pas t'avoir laissé y vivre gratuitement? Vance s'est étouffé avec sa propre respiration. Il ne pouvait pas parler. L'ampleur de la vérité l'a écrasé. Sa réussite, son pantouse, son statut. Tout cela n'était qu'un décor de cinéma hollywoodien que j'avais construit, et il n'était qu'un figurant. Et vous, Béatatrice, ai-je dit, ma voix se durcissant. Écoutez attentivement, cet appartement n'a jamais appartenu à votre fils. Vous avez tous les deux adoré jouer les milliardaires avec mon argent. Je viens simplement de retirer mon capital. Qu'y a-t-il de mal à cela? Vous avez une prime de 100 millions de dollars sur la tête. Les requins du prêt vous traquent, et vous pensiez pouvoir vendre ma propriété pour sauver votre propre peau? Hilarant. Je vous suggère d'économiser la batterie de votre téléphone. Vous en aurez besoin pour appeler les foyers pour sans-abri. Clic. 3 jours plus tard, vivant dans un sordide absolu dans un motel bon marché, Vance a reçu un dernier email d'Equinox Capital. Le PDG insaisissable du fonds était prêt à accepter une réunion en personne pour négocier un plan de paiement pour la dette de 100 millions de dollars. C'était son tout dernier espoir. Lui et Béatatrice se sont traînés jusqu'au gratte-ciel en verre géant qui abritait ma firme. Maman, quand nous serons là-dedans, tu dois pleurer. Tombe à genoux. Supplie. Dis-leur que je travaillerai pour éponger la dette pour le reste de ma vie, a chuchoté Vance frénétiquement dans l'ascenseur. La sécurité les a escortés jusqu'au dernier étage dans la vaste suite du PDG baigné de soleil. Avant même de pouvoir voir qui était assis dans le massif fauteuil en cuir faisant face à la fenêtre, ils se sont jetés sur le tapis perse. Monsieur le PDG, s'il vous plaît. Je vous en supplie. J'ai été un imbécile. J'ai été un idiot. Je n'ai pas 100 millions. Donnez-moi une chance. Je ferai n'importe quoi, a sangloté Vance sur le tapis. Pitié, monsieur. S'il vous plaît, ayez pitié, a hurlé Béatatrice, en griffant le sol. Mon fils est un idiot, mais notre famille est détruite. Donnez-nous une issue. Je suis resté assise là, savourant l'acoustique de leur désespoir pendant un long moment. Lentement, j'ai fait pivoter le fauteuil. Vous pleurez tous les deux de façon très convaincante, mais j'ai bien peur que vous soyez entrés dans une société d'investissement privé, pas dans une œuvre de charité pour parasites ingrats. Ma voix les a frappés comme un jet de azote liquide. Ils ont relevé la tête brusquement, leur visage complètement décomposé. Il n'y avait pas de milliardaire âgé assis derrière le bureau. C'était moi, Sloan, vêtu d'un costume Tom Ford d'une coupe impeccable, assise sans effort sur le trône du pouvoir. Sloan? Quoi? Que fais-tu ici? Es-tu la secrétaire, a bafouillé Vance, son cerveau faisant un court-circuit. Mon chef d'état-major, s'est avancé. Permettez-moi de vous présenter Madame Sloan, fondatrice, actionnaire majoritaire et PDG d'Equinox Capital. Chaque décision concernant votre emploi et votre licenciement a été exécutée personnellement par elle. Toute la réalité de Vance et Béatatrice a volé en 1000 éclats. Le PDG, le contrat, les 50 millions. C'était toi, a chuchoté Vance, en hyperventilant. Tu m'as piégé. Pourquoi? Nous étions mari et femme. C'est psychotique. Je me suis levé et j'ai fait le tour du bureau, me tenant au-dessus d'eux alors qu'ils étaient à genoux sur le sol. Ouvre les yeux, Vance. J'ai caché ma richesse parce que je voulais voir si tu pouvais m'aimer pour moi. Et qu'est-ce que tu m'as donné?
Tu as vidé mes comptes bancaires pendant que je portais ton enfant pour pouvoir construire un monument aux échecs de ton frère dans l'Ohio. Tu m'as humilié pour un bol de nouilles. Tu as essayé d'utiliser le terrain de mes parents comme levier pour nourrir ta vanité. Tu as fait venir une autre femme dans mon foyer pour me rabaisser. Pensais-tu à un mari et femme à ce moment-là? Je me suis penché légèrement. Tu as signé ce contrat parce que tu étais aveuglé par la cupidité. Tu as souscrit ce prêt parce que ton ego avait besoin d'un jouet brillant. Ta ruine est le résultat direct de tes propres actions. Je ne t'ai pas détruit. J'ai juste retiré le filet de sécurité invisible que je tenais sous toi depuis 3 ans et j'ai laissé la gravité faire le reste. Je peux avoir 100 femmes, mais je n'ai qu'une seule mère. Tu te souviens de ça? Eh bien, serre ta mère fort contre toi, Vance. Parce qu'Equinox Capital te traquera pour ses 100 millions jusqu'au jour de ta mort. Vance s'est précipité en avant, essayant d'enrouler ses bras autour de mes jambes. Sloan, s'il te plaît, pardonne-moi. J'ai été un monstre. Pour le bien de notre bébé, je couperai les ponts avec ma mère. Je ne parlerai plus jamais à ma famille. Je serai ton serviteur. Annule simplement la dette. En entendant cela, Béatatrice a hurlé comme une harpie, s'est jetée sur son fils, lui griffant le visage et lui tirant les cheveux. Espèce de traître. Tu vas abandonner la mère qui t'a tout donné? J'ai regardé la scène pitoyable avec une révulsion totale. Il s'entre-déchirait littéralement pour des miettes de survie. Ai-je dit calmement en faisant un pas en arrière, sortez les poubelles. Bannis à vie de ce bâtiment. Transmettez leur dossier au service contentieux. Assurez-vous qu'il n'ait plus jamais un moment de paix. Leurs cris ont résonné dans le couloir de marbre jusqu'à ce que les portes de l'ascenseur se ferment. La suite est tombée dans le silence. Le soleil de l'après-midi baignait mon bureau d'une lumière dorée et chaude. J'ai pris une profonde inspiration, ressentant une paix cellulaire absolue. La vengeance la plus douce n'est pas la violence. C'est d'utiliser la propre cupidité de votre ennemi pour l'anéantir, le forçant à s'agenouiller devant la personne même sur laquelle il pensait pouvoir marcher. La guerre était terminée. Les mois qui ont suivi ont été une descente lente et agonisante en enfer pour eux. Vance, traqué sans relâche par mes avocats et se cachant des requins du prêt, est devenu un fantôme. Il a fini par travailler au noir dans un entrepôt au fond de la Rust Belt. Vivant dans une terreur perpétuelle, son personnage d'entreprise arrogant a été complètement effacé par l'humiliation. Béatatrice s'est traînée jusqu'en Ohio sans absolument rien. Reniée par ses amis et abandonnée par Wyatt, qui s'était volatilise pour échapper à ses propres bookmakers, elle vivait dans une caravane délabrée. Trahie par le fils même qu'elle avait encouragé, sa devise sacrée du « on n'a qu'une mère » est devenue une blague cosmique. 3 mois plus tard, j'ai donné naissance à une magnifique petite fille en parfaite santé. Son premier cri a été la musique qui a effacé chaque cicatrice que j'avais. Elle porte mon nom de famille et dans ses veines coule le sang d'une mère qui a absolument refusé d'être une victime. Equinox Capital n'a fait que se renforcer. La leçon brutale a fait de moi une investisseuse bien plus avisée, mais aussi un être humain plus ancré. J'ai créé une fondation au nom de ma fille dédiée à fournir une éducation financière et du capital risque aux mères célibataires échappant à des abus financiers. Parfois, alors que je suis assise dans le jardin de notre domaine à regarder ma fille faire ses premiers pas, je repense à cette nuit d'orage et aux 4 bols de ramen. La vie m'a appris que le sacrifice aveugle ne gagne jamais le respect si une femme n'est pas maîtresse de son propre destin financier. Les doux vœux ne sont que de la mousse sur l'océan pendant une tempête. L'indépendance économique est l'arme ultime. Elle n'achète pas l'amour, mais elle achète la dignité, le pouvoir de partir et une armure impénétrable pour vous protéger et protéger vos enfants. Elle vous donne le pouvoir de rejeter les personnes toxiques et de les jeter de votre vie sans craindre le lendemain. Par-dessus tout, j'ai appris qu'un enfant est infiniment mieux avec une seule mère forte et heureuse que dans un foyer complet empoisonné par le ressentiment. Démolir cette fausse famille a été le plus grand acte d'amour que j'aurais jamais pu donner à ma fille. Mon histoire est la preuve que l'adversité n'existe pas pour nous briser. Elle existe pour nous montrer exactement à quel point nous pouvons être redoutables. La plus grande vengeance est de vivre une vie si spectaculairement réussie et paisible que les gens qui ont essayé de vous briser passent le reste de leur misérable vie à s'étouffer dans le regret de vous avoir perdu. Et c'est une victoire qui a le goût d'une gloire absolue.